En décembre 1945, une Allemande d'à peine 26 ans montait à la potence à Hamelin. Son nom, Elisabeth Volkenrath, Oberaufseherin d'Auschwitz et de Bergen-Belsen. Elle avait été directement impliquée dans les sélections pour les chambres à gaz, organisé des punitions collectives et supervisé l'exécution de milliers de prisonniers. Son ascension au sein de l'appareil nazi n'était pas fortuite. Elle était le fruit d'années d'endoctrinement, de discipline et de loyauté absolue envers le Reich. Elle n'était pas une figure isolée. Elle faisait partie d'un réseau où de jeunes Allemandes ordinaires étaient transformées en agents du génocide. De Ravensbrück à Auschwitz, sa carrière fut marquée par une brutalité systématique et une obéissance aveugle. Lorsque les Britanniques libérèrent Bergen-Belsen en avril 1945, les images d'horreur confirmèrent son rôle central dans la machine d'extermination. Comment une femme ordinaire est-elle devenue l'un des gardes les plus redoutés du Troisième Reich? Qu'est-ce qui l'a poussée à une telle cruauté jusqu'à la fin? De la fille au fanatique, l'éveil de la haine. Elisabeth Mühlau est née le 5 septembre 1919 à Schönau an der Katzbach, un village rural de Silésie, sous la République de Weimar. Son père, Joseph, travaillait comme ouvrier forestier, tandis que sa mère s'occupait du foyer et des 6 enfants de la famille. Sa vie était marquée par les difficultés économiques typiques des familles ouvrières allemandes des années 1920. Le contexte historique détermina son avenir. L'Allemagne souffrait des conséquences du traité de Versailles, l'hyperinflation avait dévasté l'économie et le ressentiment national se répandait dans toutes les classes sociales. Dans les communautés rurales comme la sienne, ces sujets dominaient les conversations familiales et publiques, créant un environnement propice aux mouvements politiques extrêmes. La jeune femme a montré des aptitudes scolaires limitées dès son enfance. Son dossier scolaire la classe comme une élève médiocre, manquant de compétences exceptionnelles dans les matières fondamentales. Les témoignages d'anciens camarades de classe et de professeurs la décrivent comme disciplinée, réservée et vulnérable aux influences extérieures. Sa famille manquait de ressources pour lui offrir des études supérieures ou des perspectives de carrière. En janvier 1933, lorsqu'Adolf Hitler fut nommé chancelier, l'adolescente avait 13 ans. Sa génération allait être la première à être systématiquement façonnée par les institutions de jeunesse nationale-socialiste. Quelques semaines après la montée du nazisme, elle fut recrutée par la Bund Deutscher Mädel, la Ligue des jeunes filles allemandes, une organisation qui allait profondément influencer son développement personnel et idéologique. La Ligue était la branche féminine des jeunesses hitlériennes, dirigée par Baldur von Schirach. Son but n'était pas récréatif mais endoctrinal, faire des jeunes filles allemandes des citoyennes loyales du Reich, des mères de futurs soldats et des défenseurs de la pureté raciale aryenne. À sa création, l'organisation comptait environ 100 000 membres. En décembre 1933, sous la pression du nouveau régime, ce nombre avait été multiplié par 20. L'uniforme était obligatoire, jupe bleu marine, chemise blanche et foulard noir noué autour du cou. Les activités associaient exercices physiques, marches, chants patriotiques et séances idéologiques qui enseignaient la biologie raciale, l'histoire du national-socialisme et les fondements de l'antisémitisme. Les filles apprenaient à identifier les caractéristiques physiques juives, à comprendre la prétendue supériorité aryenne et à accepter la nécessité d'éliminer les éléments raciaux considérés comme dégénérés. En 1936, l'adhésion aux organisations de jeunesse nazie devint obligatoire pour tous les Allemands âgés de 10 à 17 ans. Les Juifs en furent exclus, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance des participants à une communauté racialement pure et privilégiée. Pour la première fois de sa vie, elle avait trouvé un espace où elle se sentait importante et utile. Les camps d'été étaient des expériences intenses de formation idéologique. Des milliers de filles étaient transportées dans des camps ruraux où elles passaient des semaines sous discipline militaire, dormant dans des baraquements, participant à des cérémonies nocturnes autour de feux de joie et écoutant des discours sur le destin historique de l'Allemagne. Ces événements renforcèrent le sentiment de participer à un mouvement historique. Assister au rassemblement du Parti national-socialiste faisait partie de son programme de formation. Avec ses camarades de classe, elle se rendit plusieurs fois à Nuremberg pour participer aux congrès annuels, des manifestations de masse où des centaines de milliers de personnes défilaient sous des bannières à croix gammées. L'expérience psychologique fut dévastatrice.
Les adolescents ne se voyaient pas comme de simples écoliers, mais comme des soldats engagés dans une cause historique destinée à transformer l'Europe et le monde. Le système éducatif allemand complétait la formation des filles allemandes, Bund Deutscher Mädel. Dans les salles de classe, les portraits d'Hitler devenaient omniprésents. Les manuels scolaires furent remplacés par des manuels exaltant la figure du Führer, justifiant l'expansion territoriale allemande et décrivant les Juifs comme des parasites raciaux responsables de tous les maux nationaux. Pour les filles, le programme était axé sur les sciences ménagères, l'hygiène raciale et l'éducation physique. Elles n'étaient pas préparées à une carrière professionnelle indépendante, mais plutôt à devenir des épouses efficaces et des mères prolifiques. La maternité était présentée comme le service patriotique par excellence. Donner naissance à des enfants en bonne santé pour le Reich représentait une contribution aussi précieuse que le service militaire des hommes. La gymnastique rythmique occupait une place importante dans la préparation physique. Les médecins allemands la considéraient comme particulièrement adaptée pour renforcer le corps féminin sans compromettre sa capacité de reproduction. Les séances collectives favorisaient également l'obéissance collective et l'uniformité de pensée. Après avoir terminé l'école primaire, elle travailla comme nourrice et aide cuisinière. En mai 1938, elle trouva un emploi chez un coiffeur local où elle resta jusqu'au déclenchement de la guerre. Ces emplois modestes ne lui offraient aucune perspective d'ascension sociale, mais le nazisme lui avait montré une autre voie, servir directement l'État pour acquérir statut et reconnaissance. En 1940, elle termina son service au Reichsarbeitsdienst für die weibliche Jugend, le service du travail du Reich pour les jeunes femmes. Pendant 6 mois, des femmes âgées de 17 à 25 ans travaillaient dans des fermes, des usines ou des institutions d'État sous un régime quasi militaire. Dortoirs partagés, uniformes gris, longues heures de travail physique et discipline stricte préparaient les jeunes femmes à une vie au service absolu de l'État. Le Reichsarbeitsdienst renforçait la formation idéologique par des conférences en soirée sur le rôle des femmes dans la Nouvelle-Allemagne, la récitation des slogans du Führer et la répétition de devises telles que « travail, foi et sacrifice ». Les participantes ressortaient de cette expérience avec un sentiment d'appartenance totale à la communauté nationale socialiste. En 1941, elle avait 22 ans et avait pleinement assimilé l'idéologie nazie. Son passage au sein de la Ligue des jeunes filles allemandes, du système éducatif dirigé et du Reichsarbeitsdienst avait fait d'elle une jeune Allemande modèle, disciplinée, obéissante, consciente de ses origines et prête à servir le Reich dans toutes les fonctions requises. Lorsque la SS commença à recruter des jeunes femmes pour servir comme gardiennes dans les camps de concentration, elle y vit l'opportunité de sa vie. Il ne s'agissait pas d'une contrainte, mais d'un service volontaire offrant un salaire plus élevé que les emplois civils, un logement, un uniforme et le prestige d'une collaboration directe avec l'élite du parti. Sa décision de s'engager représentait l'aboutissement logique d'années d'inculcation et de préparation idéologique. En octobre 1941, elle fut acceptée comme Aufseherin dans la SS. Sa première affectation fut Ravensbrück, le plus grand camp de concentration pour femmes du Troisième Reich, où elle allait achever sa transformation de jeune Allemande ordinaire en gardienne au sein du système de terreur nazi. Un Ravensbrück, l'atelier où est née la cruauté. À 90 km au nord de Berlin, dans la plaine de Brandebourg, le complexe de Ravensbrück existait depuis mai 1939. À son arrivée en 1939 octobre 1941, l'établissement fonctionnait déjà comme épicentre du système de camps de concentration pour femmes nazies et comme centre de formation pour les futurs gardiens d'autres camps plus grands. Ravensbrück fut spécialement conçu pour les femmes. Durant ces 6 années d'exploitation, 132 000 prisonnières y ont transité. Juives, communistes, témoins de Jéhovah, roms, prostituées, lesbiennes et femmes classées asociales, selon les critères raciaux et moraux du Troisième Reich. Plus de 92 000 d'entre elles moururent suite à une exécution, au travail forcé, à des expériences médicales ou à des maladies. L'établissement était organisé selon une hiérarchie stricte. Au sommet se trouvait le commandant SS, suivi des officiers administratifs et médicaux. Les Oberaufseherinnen supervisaient les gardiennes de base, tandis que les capots, détenus exerçant une autorité sur les autres détenus, occupaient l'échelon le plus bas de la chaîne de commandement.
Elle entrait comme Aufseherin Rasa, au niveau d'entrée du personnel féminin. Leur instructrice était Dorothea Binz, une jeune fille de 21 ans entrée au camp en 1939 comme l'une des premières gardes. Binz venait d'une famille rurale tout aussi nombreuse. Son père était garde forestier dans un village du Mecklembourg. Cependant, elle avait acquis une réputation de sadisme qui faisait d'elle la formatrice idéale pour les nouvelles recrues. La formation ne consistait pas en cours théoriques, mais en une immersion pratique. Elle accompagnait Binz lors des rondes matinales, observait les méthodes de punition et participait progressivement à l'imposition de la discipline. La première leçon était fondamentale. Les prisonniers n'étaient pas des êtres humains, mais des êtres humains jetables, des ennemis du Reich qui méritaient le traitement qui leur était infligé. Les prisonniers se réveillaient à 4 heures du matin au son des sifflets et des cris. Ils n'avaient que quelques minutes pour ranger leurs couchettes, se soulager dans des latrines crasseuses et s'aligner sur la place centrale pour l'appel, le décompte quotidien qui pouvait durer des heures. Durant ce rituel, les surveillants parcourèrent les rangs, cherchant le moindre prétexte pour infliger des punitions, une mauvaise posture, un tremblement involontaire, un regard jugé insolent. Elle apprit à détecter ces signes de insubordination et à réagir immédiatement par une agressivité. La gifle était la punition la plus légère. Les coups de pied, les coups de matraque et le fouet étaient les réponses habituelles aux infractions majeures. Binz insistait sur le fait que la compassion était une faiblesse inacceptable. Un gardien efficace devait savourer le pouvoir qu'il exerçait sur ses prisonniers. Les ateliers de travail forcé occupaient la majeure partie de la journée. Les détenus fabriquaient des uniformes, des chaussures et des équipements pour la Wehrmacht, sous la supervision directe des gardes. Elle était affectée à l'un de ces ateliers, où son rôle était de veiller à ce que les détenus maintiennent la cadence de production, ne se reposent pas et ne tentent pas de saboter le matériel. Toute baisse de productivité était punie par la privation de nourriture ou l'humiliation publique. La privation de nourriture était un outil fondamental de contrôle. Les rations officielles se composaient de pain noir, d'une soupe de navet liquide et, occasionnellement, d'un morceau de margarine ou de saucisson de cheval. Ces quantités étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins d'une personne pendant de longues périodes, surtout compte tenu des journées de travail physique exténuantes. Les gardiens pouvaient réduire encore ces rations en guise de punition, condamnant ainsi les prisonniers à la famine. Elle développa rapidement des compétences pour maximiser la souffrance des détenus. Elle forçait les prisonniers malades à travailler jusqu'à l'épuisement, leur interdisait l'utilisation des latrines pendant des heures et organisait des punitions collectives où des groupes entiers perdaient leurs rations pour les méfaits présumés d'une seule personne. Ces méthodes servaient non seulement à des fins punitives, mais aussi à démontrer son efficacité en tant que gardienne à ses supérieurs. À partir de l'été 1942, Ravensbrück devint le théâtre d'expériences médicales dirigé par le docteur Karl Gebhardt et ses assistants Hertha Oberhäuser et Fritz Fischer. Les tests comprenaient des fractures osseuses volontaires, des infections de plaies par des bactéries hautement toxiques, des amputations sans anesthésie et des stérilisations forcées. Les superviseuses servaient d'assistantes logistiques. Elles transportaient les victimes, les maîtrisaient pendant les procédures et s'assuraient qu'elles ne protestaient pas ou ne tentaient pas de s'échapper. Elle a par la suite nié avoir eu connaissance de ces expériences, mais dans un espace aussi confiné, il était impossible de ne pas entendre les cris provenant de la caserne médicale. Les témoignages de survivants confirment que les gardes discutaient entre eux des expériences et pariaient parfois sur la durée de survie des victimes. La culture de la brutalité à Ravensbrück ne se limitait pas aux horaires de travail. Les gardiens vivaient dans des baraquements séparés où ils se livraient à des rituels de renforcement psychologique. Binz organisait des séances où les stagiaires maltraitaient à tour de rôle des prisonniers choisis au hasard. Cet exercice était présenté comme un entraînement pratique nécessaire pour surmonter toute trace d'humanité ou de compassion. Les exécutions publiques faisaient partie du programme de formation. Les prisonniers étaient contraints d'assister à des pendaisons ou à des fusillades, tandis que les gardiens observaient leurs réactions. La jeune femme a appris à distinguer différents types de peurs et à utiliser ces informations pour exercer un contrôle psychologique plus efficace. Ravensbrück servait également de centre de répartition des gardiennes vers d'autres complexes.
Environ 3500 femmes y ont suivi une formation avant d'être envoyées à Auschwitz, Bergen-Belsen, Majdanek ou Dachau. Le site s'était forgé une réputation de université de la terreur, où de jeunes Allemandes ordinaires apprenaient à devenir d'efficaces agents du génocide. Les rapports d'évaluation réalisés durant son séjour la décrivent comme une gardienne prometteuse, disciplinée, obéissante aux ordres de ses supérieurs et capable d'infliger des violences sans hésitation. Ces rapports positifs lui ont permis de demander son transfert vers des camps plus stratégiques. En mars 1942, après 5 mois passés à Ravensbrück, elle demanda son transfert à Auschwitz-Birkenau. Le camp polonais s'agrandissait rapidement pour devenir le principal centre d'extermination des Juifs d'Europe, et les SS avaient besoin de superviseurs expérimentés pour diriger les opérations. Son départ marqua la fin de ses années de formation et le début de son engagement direct dans l'Holocauste. Elle n'était plus la jeune femme inexpérimentée, arrivée de sa ville natale de Silésie. Ravensbrück l'avait transformée en experte professionnelle du terrorisme, prête à mettre ses nouvelles compétences à profit dans les arènes les plus brutales du système nazi. Auschwitz-Birkenau, l'ascension au cœur de l'enfer. En mars 1942, Elisabeth Volkenrath, elle avait adopté ce nom de famille après son mariage avec un SS-Unterscharführer, arriva au complexe d'Auschwitz-Birkenau, épicentre du programme d'extermination nazi connu sous le nom de Solution finale. Son expérience à Ravensbrück l'avait préparée à la vie concentrationnaire, mais rien n'aurait pu la préparer à l'ampleur industrielle du génocide auquel elle allait être confrontée en Pologne. Le méga-complexe comprenait 3 unités principales. Auschwitz proper, le camp initial établi en 1940, Auschwitz II Birkenau, ouvert en 1942 comme centre d'extermination de masse, et Auschwitz III Monowitz, dédié au travail forcé pour l'entreprise chimique IG Farben. Plus de 40 camps annexes complétèrent le système. Durant son exploitation, 1,3 million de personnes y furent déportées, dont 1,1 million furent assassinées. Elle fut d'abord affectée à un atelier de couture où des groupes de prisonnières réparèrent des uniformes sous surveillance constante. Leur rôle était de maintenir l'ordre, d'empêcher le sabotage et de garantir le respect des quotas de production. Les prisonnières travaillaient 12 heures par jour avec des outils rudimentaires, sans chauffage en hiver, et sous la menace constante de châtiments corporels en cas de ralentissement. Les conditions de survie dans l'atelier reflétaient la logique génocidaire du système. Les ouvriers recevaient des rations de subsistance minimales, 300 grammes de pain noir, 1 litre de soupe de navet et, occasionnellement, de la margarine ou du saucisson. Ces quantités étaient calculées pour maintenir les prisonniers en vie suffisamment longtemps pour accomplir des tâches productives, mais pas assez longtemps pour permettre leur rétablissement physique ou une résistance organisée. Il a développé des méthodes spécifiques pour maximiser la productivité par la terreur. Il a sélectionné au hasard des prisonniers pour des châtiments exemplaires, les a contraints à travailler debout pour des heures supplémentaires et leur a refusé leurs rations alimentaires pour des infractions inventées de toutes pièces. Ces méthodes n'étaient pas seulement une réponse aux ordres d'en haut, mais reflétaient aussi son initiative personnelle visant à démontrer son efficacité à la hiérarchie SS. En décembre 1942, elle fut promue au dépôt de colis de Birkenau, un poste à plus haute responsabilité qui lui donnait un contrôle direct sur la vie et la mort des prisonniers. Le dépôt recevait des colis envoyés par des proches ou des organisations comme la Croix-Rouge, contenant de la nourriture, des médicaments et des vêtements, qui parvenaient rarement à leurs destinataires dans leur intégralité. Son nouveau poste lui confiait la supervision de 25 à 30 prisonniers chargés d'ouvrir, de trier et de redistribuer les colis. Elle décidait du contenu à livrer, de ce qui était confisqué et de ce qui servait d'instrument de contrôle. Un morceau de pain supplémentaire ou un comprimé d'aspirine pouvait faire la différence entre la vie et la mort pour un prisonnier mal nourri et malade. Cette fonction la transformait en dispensatrice arbitraire d'espoir et de désespoir. Elle utilisait la distribution de nourriture pour créer des hiérarchies entre les détenus, récompensant les informateurs et punissant ceux perçus comme des fauteurs de troubles. Le système générait une concurrence acharnée entre les détenus, détruisant la solidarité qui aurait pu faciliter une résistance organisée. La gestion de l'entrepôt l'impliquait également dans le processus systématique de déshumanisation qui précédait l'extermination.
Les effets personnels, photos de famille, lettres, souvenirs religieux, étaient systématiquement détruits sous les yeux des prisonniers afin de rompre leurs liens affectifs avec le monde extérieur. Elle supervisait cette destruction dans le cadre de ses responsabilités quotidiennes. En novembre 1944, alors qu'Auschwitz atteignait le pic des déportations massives, elle fut promue Oberaufseherin, surveillante en chef du camp de femmes de Birkenau. Cette nomination la plaça au sommet de la hiérarchie féminine du complexe, avec autorité sur une douzaine de gardes et plusieurs dizaines de capots. Ces nouvelles responsabilités comprenaient l'organisation du travail quotidien, la direction des décomptes matin et soir, la supervision de la discipline et la participation à la sélection des prisonniers destinés au travail forcé ou à l'extermination immédiate. Ce dernier rôle faisait d'elle une actrice directe du processus génocidaire. Les sélections s'effectuaient dans 3 contextes principaux. À leur arrivée, des milliers de déportés débarquaient des wagons de marchandises après des jours de voyage dans des conditions inhumaines. Des médecins SS, assistés de superviseurs comme elles-mêmes, séparaient en quelques minutes ceux jugés aptes au travail de ceux qui devaient être immédiatement envoyés aux chambres à gaz. Au sein du complexe, les prisonnières trop malades, trop faibles ou trop âgées pour continuer à travailler étaient périodiquement sélectionnées. Elles participaient à ces examens médicaux, au cours desquels le sort de centaines de femmes était décidé lors de séances de quelques heures seulement. Son jugement ne reposait pas sur des considérations médicales objectives, mais sur des évaluations arbitraires de leur potentiel de productivité. L'hôpital des prisonniers était le 3e site de sélection. Les patients qui ne se rétablissaient pas rapidement étaient destinés à l'extermination, par mesure de hygiène du camp. Elle supervisait ces processus, veillant à ce que les prisonniers sélectionnés soient transportés sans résistance vers les chambres à gaz. Des témoignages recueillis lors des procès d'après-guerre décrivent son comportement lors des sélections. Vera Fischer, une survivante, a témoigné l'avoir vu séparer personnellement 1400 prisonnières, dont seulement 300 étaient destinées au travail et les autres à l'extermination immédiate. D'autres témoins l'ont décrite marchant parmi les rangées de femmes nues, désignant nonchalamment la droite ou la gauche, déterminant ainsi qui vivrait ou mourrait. Outre les sélections, elle avait développé un répertoire de tortures physiques et psychologiques qu'elle appliquait lors des comptages quotidiens. Elle forçait les prisonniers à rester les bras tendus pendant des heures sous des températures extrêmes, agressant ceux qui s'évanouissaient. Elle organisait des séances d'exercices sportifs où les détenus étaient contraints de courir, de sauter, de ramper sur du gravier ou de marcher pieds nus jusqu'à l'épuisement complet. La privation délibérée de nourriture était son outil de contrôle préféré. Elle retirait des rations entières à des blocs entiers en guise de punition collective, arguant que les prisonniers étaient trop nourris. Cette pratique ne répondait pas à des ordres spécifiques d'en haut, mais plutôt à sa propre interprétation du maintien de la discipline par la famine systématique. Sa réputation de cruauté s'est répandue dans tout le complexe d'Auschwitz. Les prisonniers la connaissaient comme l'une des gardiennes les plus redoutées, capable d'une brutalité extrême sans provocation apparente. Des témoignages font état de coups qui laissaient les victimes inconscientes, de châtiments qui duraient des jours et d'humiliations publiques visant à porter atteinte à la dignité humaine des détenus. En 1943, elle contracta le typhus, une maladie endémique à Auschwitz due à la surpopulation et au manque d'hygiène. Elle fut transférée à l'infirmerie SS, où elle reçut un traitement médical complet qui lui sauva la vie. Cette expérience contrastait fortement avec le sort des prisonniers atteints de la même maladie. Ils étaient envoyés directement dans les chambres à gaz pour éviter toute infection. Durant l'été et l'automne 1944, Auschwitz connut sa période d'extermination la plus intense avec l'arrivée de plus de 400 000 juifs hongrois. La plupart furent assassinés dans les heures qui suivirent leur arrivée. En tant qu'Oberaufseherin, elle participa directement à la gestion de ce processus d'extermination massif, supervisant les sélections et organisant le travail de ses gardes subordonnés. Lorsque les troupes soviétiques s'approchèrent du complexe en janvier 1945, l'évacuation massive commença. Des dizaines de milliers de prisonniers furent contraints de participer à des marches de la mort, des marches forcées par des températures de -20 degrés Celsius et avec peu de nourriture.
Ils quittèrent Auschwitz le 18 janvier 1945, après près de 3 ans de service à l'épicentre de la Shoah. Son séjour à Auschwitz l'a transformée, passant du statut de gardienne intermédiaire à celui de femme la plus influente au sein de la structure féminine du camp le plus meurtrier du système nazi. Son ascension fut directement liée à sa capacité et à sa volonté de commettre des abus extrêmes, de participer activement aux sélections génocidaires et de maintenir l'ordre par la terreur systématique. Bergen-Belsen, le royaume absolu de la misère. En février 1945, alors que le Troisième Reich s'effondrait sous les attaques alliées venues de l'Est comme de l'Ouest, il arriva au camp de concentration de Bergen-Belsen, en Basse-Saxe. Son transfert d'Auschwitz s'inscrivait dans le cadre des évacuations massives ordonnées par la SS pour dissimuler les preuves de l'extermination et maintenir le contrôle sur les prisonniers survivants. Bergen-Belsen a vu le jour en 1940 comme centre pour prisonniers de guerre soviétiques. Il a ensuite été transformé en camp d'échange pour les Juifs que les nazis espéraient échanger contre des prisonniers allemands aux mains des Alliés. Cependant, avec l'évacuation d'autres centres, Bergen-Belsen est devenu le dernier refuge pour des dizaines de milliers de prisonniers venus de tout le Reich. À son arrivée, le camp connaissait un effondrement humanitaire sans précédent. De 15 000 prisonniers en juillet 1944, la population avait atteint plus de 60 000 en mars 1945. Les installations, jamais conçues pour un tel nombre, étaient complètement débordées. Il n'y avait pas de chambres à gaz à Bergen-Belsen, mais la surpopulation, le manque de nourriture et les épidémies transformèrent le lieu en une usine à mort, aussi efficace que n'importe quel camp d'extermination. Sa nomination comme Oberaufseherin de la section féminine la plaça immédiatement aux échelons supérieurs du commandement, sous le commandement direct de Joseph Kramer, le commandant surnommé la Bête de Belsen. Kramer était arrivé d'Auschwitz quelques semaines plus tôt et avait appliqué à Bergen-Belsen les mêmes méthodes brutales que celles qu'il avait perfectionnées dans le camp polonais. Les conditions de survie étaient encore plus horribles qu'à Auschwitz. Les baraquements, construits pour héberger des centaines de personnes, contenaient des milliers de prisonniers entassés dans des espaces non ventilés. Les gens dormaient à même le sol couvert d'excréments, sans couverture suffisante, pendant un hiver particulièrement rigoureux. L'eau était si rare qu'elle ne pouvait être bue ni utilisée pour les besoins de nettoyage les plus élémentaires. La nourriture se composait d'une soupe de navets liquide tous les 2 ou 3 jours, et parfois d'un morceau de pain moisi. Ces rations étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins d'une personne pendant de longues périodes, d'autant plus que de nombreux prisonniers arrivaient déjà mal nourris après des marches de la mort en provenance d'autres centres. Les maladies se propageaient de manière incontrôlable. Le typhus, transmis par les poux, devint la principale cause de mortalité. La dysenterie, la tuberculose et le scorbut complétaient le tableau épidémiologique. Chaque jour, entre 250 et 300 personnes mouraient de faim, de maladie ou d'épuisement total. Les corps s'accumulaient dans les baraquements, faute de personnel suffisant pour les évacuer. Non seulement elle a maintenu son régime d'agression systématique dans ces conditions extrêmes, mais elle l'a intensifié. Les témoignages des survivants décrivent des mauvais traitements infligés aux prisonniers mourants, le refus d'eau à ceux qui mouraient de soif et l'organisation de punitions collectives allant jusqu'à la privation totale de nourriture pendant des jours. Hélène Herkovitz, une survivante, a témoigné lors de procès ultérieurs qu'elle avait été forcée de courir pieds nus derrière un vélo conduit par un garde, tandis qu'il la frappait à plusieurs reprises avec une matraque en caoutchouc. Elle a ensuite été confinée dans une cave avec une ration de pain et d'eau tous les 3 jours jusqu'à ce qu'elle contracte le typhus et soit à l'article de la mort. Seule l'aide clandestine de sa sœur, qui lui a fait entrer clandestinement de la nourriture, lui a permis de survivre. Vera Fischer, qui avait déjà subi les coups des accusés à Auschwitz, témoigna qu'à Bergen-Belsen, les méthodes étaient devenues encore plus sadiques. Un jour, elle surprit une jeune femme malade en train de manger des légumes et la força à s'agenouiller avec la nourriture au-dessus de sa tête pendant 4 heures. Ne pouvant plus tenir les bras en l'air, elle la frappa jusqu'à ce qu'elle perde connaissance et interdire à quiconque de l'aider jusqu'à la tombée de la nuit. L'utilisation de la famine comme instrument de torture atteignit des niveaux extrêmes à Bergen-Belsen.
Elle contrôlait personnellement la distribution des maigres rations, décidant qui mangeait et qui ne mangeait pas selon des critères totalement arbitraires. Elle utilisait la nourriture pour humilier publiquement les prisonniers, les forçant à mendier, à commettre des actes dégradants ou à dénoncer leurs codétenus en échange de miettes de pain. Les exercices sportifs restaient l'une de ses pratiques favorites. Il forçait des femmes émaciées et malades à effectuer des exercices physiques intenses, sauts, courses et pompes sur le gravier de la cour. Nombre d'entre elles s'effondraient et mouraient pendant ces exercices, mais il les présentait comme des mesures disciplinaires nécessaires au maintien de l'ordre dans l'enceinte. Les agressions physiques directes étaient devenues monnaie courante. Il parcourait la caserne avec sa matraque en caoutchouc, maltraitant les prisonniers qu'il jugeait trop lents, trop faibles ou simplement trop gênants. Des témoignages décrivent des violences qui duraient jusqu'à ce que les victimes perdent connaissance et, dans plusieurs cas, jusqu'à ce qu'elles cessent de respirer. L'une des accusations les plus graves portées lors de son procès fut le meurtre d'une prisonnière âgée. Cette femme avait demandé à effectuer un travail utile, par exemple une ration de nourriture supplémentaire. Il la poussa dans un escalier, provoquant sa mort immédiate dès l'impact. L'incident fut observé par de nombreux témoins qui survécurent et témoignèrent devant les tribunaux après la guerre. Son comportement durant les derniers mois de la guerre révèle des aspects psychologiques troublants de sa personnalité. Même lorsque la défaite allemande était évidente et l'effondrement du régime nazi imminent, elle continua à exercer une brutalité extrême envers les prisonniers. Cette persistance de la cruauté, alors que les incitations institutionnelles n'existaient plus, suggère que l'agressivité était devenue une nécessité psychologique personnelle. L'administration du secteur des femmes, sous sa supervision, se caractérisait par un abandon total de toute tentative de maintenir les prisonnières en vie. Les gardiens subalternes avaient pour consigne de ne pas prodiguer de soins médicaux, de ne pas distribuer les rares médicaments disponibles et de ne pas permettre aux prisonnières d'aider leurs camarades malades. Les comptages quotidiens, qui dans d'autres centres duraient 1 ou 2 heures, furent prolongés à l'extrême à Bergen-Belsen sous sa direction. Les prisonniers devaient rester immobiles en formation, quel que soit le temps, tandis qu'elles marchaient parmi les lignes, cherchant des prétextes pour infliger des punitions. Ces séances devinrent des spectacles sadiques où la mort par épuisement était une issue prévisible. Durant les dernières semaines précédant la libération, alors que les cadavres s'accumulaient dans toute la prison et que les conditions sanitaires s'étaient complètement effondrées, il maintint son règne de terreur. Les survivants se souviennent qu'il continua d'organiser des châtiments publics et d'exécuter des prisonniers, même lorsqu'il était clair que le Reich avait perdu la guerre. Le 15 avril 1945, la 11e division blindée britannique arriva à Bergen-Belsen. Les soldats découvrirent un spectacle qui dépassait leurs espérances. 13 000 corps non enterrés éparpillés dans le camp, 60 000 prisonniers survivants souffrant d'une malnutrition extrême et des conditions sanitaires qui avaient transformé le site en foyer d'épidémie mortelle. La réaction des libérateurs britanniques fut d'une horreur absolue. Le brigadier Glyn Hughes, médecin-chef de l'opération, décrivit Bergen-Belsen comme « l'image la plus proche de l'enfer sur Terre qu'il ait vue pendant toute la guerre ». Des images filmées par l'armée britannique montraient des montagnes de corps squelettiques et des survivants qui semblaient plus morts que vivants. Elle fut capturée le 17 avril, 2 jours après la libération. Les Britanniques la retrouvèrent toujours dans l'enceinte, où elle avait été détenue avec d'autres SS. Sa décision de ne pas fuir, contrairement à de nombreux autres gardes, pouvait être interprétée comme une confiance aveugle dans la justification de ses actes ou comme une déconnexion totale avec la réalité de sa situation. Les soldats britanniques forcèrent l'accusé et d'autres gardes capturés à enterrer les corps dans des fosses communes. Des images filmées de ces événements montrent les femmes SS déversant les corps squelettiques dans les fosses avec la même indifférence dont elles avaient fait preuve tout au long du fonctionnement du centre. Cette documentation visuelle deviendra une preuve cruciale lors des procès ultérieurs. Son comportement durant les premiers jours de sa captivité britannique reflétait la même absence de remords qui avait caractérisé sa carrière de gardienne. Interrogée sur les conditions de vie à l'intérieur du camp, elle répondit qu'elle n'avait fait que ce qu'on lui avait ordonné de faire et que les décès massifs étaient dus à des circonstances indépendantes de sa volonté. L'impact de Bergen-Belsen sur l'opinion publique mondiale fut immédiat et durable.
Les images du centre libéré devinrent des symboles de l'horreur nazie et la preuve irréfutable que l'Holocauste avait été une réalité systématique. Son nom resta à jamais associé à cette apocalypse humaine, son rôle d'Oberaufseherin faisant d'elle l'une des principales responsables de cette catastrophe humanitaire. Le réseau des compagnons, hiérarchie et complicité dans la terreur. Le système concentrationnaire nazi reposait sur des réseaux humains et non sur des individus isolés. Elisabeth Volkenrath faisait partie d'un cercle de garde qui, avec leurs supérieurs, consolidait un système de répression fonctionnant avec la précision d'une machine. Ses relations avec d'autres femmes en uniforme et avec les commandants qui les dirigeaient permettent de comprendre le fonctionnement de ce mécanisme. À son arrivée à Ravensbrück en 1941, son apprentissage fut façonné par l'influence de Dorothea Binz. À peine plus âgée qu'elle d'1 an, Binz était déjà célèbre au sein du camp pour sa brutalité et son rôle de formatrice de nouvelles recrues. Elle n'enseignait pas en classe et ne transmettait pas de manuels écrits. Elle enseignait par la pratique lors des patrouilles, des comptages et des inspections. Sous sa surveillance, Volkenrath découvrit que l'autorité d'un gardien reposait sur l'absence de compassion, une discipline de fer et la punition collective comme moyen de contrôle. Ce lien de subordination devint le modèle qui façonna son comportement ultérieur. Ce qu'elle apprit de Binz à Ravensbrück, elle l'appliquerait plus tard à Auschwitz et à Bergen-Belsen, reproduisant le même modèle de cruauté pour former les autres. La carrière de Volkenrath atteignit son apogée à Auschwitz, où elle occupa le poste de surveillante en chef du camp de femmes. C'est là qu'elle rencontra Irma Grez, l'une des gardiennes les plus jeunes et les plus redoutées. Grez avait à peine plus de 20 ans et s'était déjà forgé une réputation de sadique parmi les prisonnières. Volkenrath était placée au-dessus d'elle dans la hiérarchie, mais toutes deux fonctionnaient comme des rouages complémentaires. La première organisait, donnait des ordres et supervisait. La seconde exécutait ses ordres avec un enthousiasme brutal qui devint sa marque de fabrique. Elle n'était ni amie ni proche sur le plan affectif, mais elle partageait une complicité professionnelle qui se renforçait dans les tâches les plus difficiles, comme la sélection des nouvelles détenues, où elles décidaient ensemble du sort immédiat de centaines de femmes. Si Greze symbolisait la jeunesse radicalisée, Joanna Bormann représentait le statut de vétéran. Elle avait servi dans plusieurs camps depuis la fin des années 1930 et était connue pour sa brutalité envers les prisonniers et les animaux dont elle avait la garde. Volkenrath partagea sa vie avec elle, d'abord à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen. Leur relation était marquée par le poids de l'expérience de Bormann, mais aussi par l'autorité formelle de Volkenrath, qui avait déjà atteint le plus haut rang parmi les gardiens. Cet équilibre formait un duo efficace. La vétérane, endurcie par des années de service, et la dirigeante qui savait exploiter cette dureté pour consolider sa domination sur le camp féminin. Dominant tout le monde se trouvait Joseph Kramer, commandant d'Auschwitz-Birkenau puis de Bergen-Belsen. Kramer était un officier calculateur surnommé « la bête de Belsen » pour sa froideur administrative et son aptitude à imposer la discipline. C'est lui qui promut Volkenrath, confiant dans son efficacité organisationnelle et sa volonté d'appliquer les sanctions sans hésitation. Leur relation était fondée sur la subordination, mais aussi sur la confiance. Kramer avait besoin de quelqu'un capable de contrôler des milliers de détenus du secteur des femmes, et elle s'acquitta de ce rôle avec une efficacité redoutable. À Bergen-Belsen, toutes ces femmes se sont réunies dans l'acte final de la tragédie. Kramer commandait le groupe, Volkenrath dirigeait la section des femmes, Grez était la gardienne redoutée et Bormann une vétérane d'innombrables cruautés. Ensemble, elles formaient un noyau de pouvoir opérant au cœur de l'effondrement final du Troisième Reich. Alors que les épidémies et la famine ravageaient des dizaines de milliers de prisonnières, le réseau de femmes continuait de fonctionner, administrant les punitions, distribuant les maigres rations et maintenant une discipline absurde au milieu du chaos. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée en 1945, lorsqu'ils ont tous été capturés par les forces britanniques et placés dans le même boîte des accusés lors du procès de Belsen. Le régime effondré, la capture de Belsen. Sa capture, le 17 avril 1945, marqua le début du processus judiciaire qui allait faire d'elle l'un des cas les plus documentés de criminels de guerre nazis. Sa détention par les forces britanniques n'était pas un hasard.
Elle était restée à Bergen-Belsen même après la libération, supervisant avec d'autres SS les opérations funéraires ordonnées par les nouveaux administrateurs militaires. Les Britanniques organisèrent immédiatement la collecte de preuves. Des centaines de survivants furent interrogés, des milliers de photographies furent prises des conditions de vie à l'intérieur du centre et des témoignages furent filmés. Elle fut séparée des prisonniers libérés afin d'éviter les lynchages, mais son identité et ses fonctions furent rapidement établies grâce aux archives administratives allemandes et aux déclarations de multiples témoins. Le procès de Belsen débuta le 17 septembre 1945 à Lunebourg, en zone d'occupation britannique. Il s'agissait du premier grand procès organisé par le Royaume-Uni contre des criminels de guerre nazis, établissant des précédents juridiques et procéduraux qui allaient influencer les procès ultérieurs. Le tribunal était composé d'officiers militaires britanniques siégeant comme juges, tandis que l'accusation était menée par des juristes spécialisés en droit international. 45 personnes furent poursuivies, dont 16 gardiennes d'Auschwitz et de Bergen-Belsen. Elle occupait une place importante parmi les accusés en raison de son rang d'Oberaufseherin et de l'abondance de témoignages indiquant sa responsabilité directe dans les meurtres, les tortures et la participation aux sélections pour l'extermination. Les accusations portées contre la prévenue se répartissaient en 3 catégories principales: crimes de guerre, crimes contre l'humanité et complot en vue de commettre le génocide. L'accusation a soutenu que sa position hiérarchique la rendait responsable de ses actes directs et de ceux des gardes placés sous sa supervision. Les preuves présentées par l'accusation britannique étaient accablantes. Des documents administratifs allemands confirmaient son rang et ses fonctions dans les 2 centres. Des images filmées lors de la libération de Bergen-Belsen la montraient participant à l'enterrement des corps avec une indifférence manifeste. Les témoignages de survivants fournissaient des récits détaillés de tortures, de meurtres et d'humiliations spécifiques. Vera Fischer a témoigné sous serment qu'il l'avait agressée si brutalement à Auschwitz qu'elle avait dû être hospitalisée pendant 3 semaines. Elle a décrit des méthodes de torture, notamment des coups de matraque en caoutchouc jusqu'à ce qu'elle perde connaissance et des exercices physiques extrêmes imposés aux prisonniers jusqu'à leur mort d'épuisement. Hélène Herkovitz a témoigné de son expérience à Bergen-Belsen, où elle a été enfermée dans une cave avec des rations de famine pendant 3 semaines. Elle n'a survécu que grâce à l'aide clandestine de sa sœur, qui lui a fait parvenir de la nourriture en contrebande. Son témoignage comprenait des détails précis sur les méthodes de punition et la personnalité sadique de l'accusé. Plusieurs témoins ont décrit leur participation à la sélection des prisonniers destinés à l'extermination à Auschwitz. Une survivante a témoigné avoir assisté à une sélection au cours de laquelle elle a personnellement séparé 1400 femmes, dont seulement 300 ont été affectées au travail, les autres étant envoyées dans les chambres à gaz. Ces témoignages démontrent que leur participation au génocide avait été active et volontaire. La défense s'appuyait sur des arguments qui seraient repris dans pratiquement tous les procès de criminels nazis. Déni de responsabilité personnelle, affirmation d'obéir aux ordres d'en haut et minimisation de son rôle dans les crimes. Leur stratégie juridique visait à la présenter comme une fonctionnaire subalterne se contentant d'obéir aux instructions sans en connaître pleinement les conséquences. Lors de son témoignage devant le tribunal, il a admis n'avoir giflé qu'occasionnellement des prisonniers pour des infractions disciplinaires. Il a catégoriquement nié avoir participé à des meurtres, à la torture systématique ou à la sélection pour l'extermination. Il a soutenu qu'à Bergen-Belsen, il avait vécu dans des conditions similaires à celles des prisonniers et que l'effondrement sanitaire du centre était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Ses réponses lors des interrogatoires ont révélé une absence totale de remords et de reconnaissance de responsabilité. Interrogé sur les coups qu'il avait infligés aux prisonniers, il a répondu « C'est vrai que j'ai giflé les femmes. Si elles n'obéissaient pas aux ordres et étaient giflées, c'était de leur faute. Si elles avaient été plus intelligentes, elles auraient obéi et tout se serait bien passé. » L'accusation a systématiquement démontré la fausseté de ces allégations. Des témoignages concordants de multiples survivants, des documents administratifs allemands et des preuves photographiques ont constitué un dossier irréfutable. Les juges ont conclu qu'il avait exercé un pouvoir discrétionnaire considérable et que ses crimes dépassaient largement l'exécution normale des ordres. Le procès a bénéficié d'une large couverture médiatique internationale.
Les journaux britanniques, américains et européens ont relaté en détail les témoignages, publié des photographies des accusés au banc des accusés et analysé les implications juridiques de la procédure. La participation de jeunes femmes à l'appareil génocidaire nazi a choqué l'opinion publique mondiale et remis en question les stéréotypes sur le rôle des femmes dans la guerre. Les délibérations du tribunal ont duré 3 jours. Les juges ont évalué chaque cas individuellement en tenant compte du rang hiérarchique, des preuves spécifiques et du degré de participation volontaire au crime. Pour l'accusé, l'abondance des témoignages concordants et sa position d'autorité constituaient une preuve suffisante de culpabilité hors de tout doute raisonnable. Le 17 novembre 1945, le tribunal militaire britannique rendit son verdict. Elle fut reconnue coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Les juges conclurent qu'elle avait activement participé à l'extermination systématique des prisonniers d'Auschwitz et de Bergen-Belsen, infligeant de sa propre initiative des sévices extrêmes au-delà de tout ordre de ses supérieurs. La sentence fut la mort par pendaison. Le tribunal justifia cette décision en soulignant la gravité des crimes, la position d'autorité de l'accusé et l'absence totale de circonstances atténuantes. À 26 ans, elle devint l'une des plus jeunes criminelles de guerre condamnées à mort par les tribunaux alliés. La réaction du public au verdict fut une approbation générale. Les médias ont interprété cette décision comme la preuve que la justice alliée ne ferait pas de distinction fondée sur le sexe ou l'âge dans le traitement des crimes contre l'humanité. Cette affaire a établi d'importants précédents concernant la responsabilité individuelle dans les systèmes génocidaires et l'inutilité des ordres supérieurs comme justification juridique. Il reçut la notification de sa condamnation avec la même indifférence qu'il avait affichée tout au long du procès. Il n'exprima aucun remords, ne demanda pas grâce et ne fit pas appel. Son comportement renforça l'image d'une personne ayant complètement perdu tout lien avec les valeurs morales et humaines fondamentales. Son transfert à la prison de Hamelin en attendant son exécution s'est déroulé sous de strictes mesures de sécurité. Les autorités britanniques craignaient des tentatives de sauvetage par des groupes nazis clandestins ou des représailles de la part de survivants de l'Holocauste. Elle a été placée dans une cellule individuelle sous surveillance constante jusqu'à la date prévue de son exécution. La potence de Hamelin, la fin d'Elisabeth Folkenrath. La prison de Hamelin, une forteresse médiévale transformée en prison militaire en Basse-Saxe, devint sa destination finale après sa condamnation à mort lors du procès de Belsen. Dans les semaines qui suivirent le verdict du 17 novembre 1945, il resta en isolement dans l'attente de son exécution, aux côtés de 13 autres condamnés lors du même procès. Les installations pénitentiaires avaient été spécialement aménagées pour accueillir les criminels de guerre nazis. Une aile séparée du bâtiment principal abritait les cellules des condamnés à mort, constamment surveillées par des soldats britanniques armés. Dans une pièce attenante, le bourreau Albert Pierrepoint supervisait l'installation de la potence où les peines seraient exécutées. Pierrepoint était l'exécuteur officiel du Royaume-Uni, héritier d'une tradition familiale vieille de 3 générations. Il avait exécuté plus de 400 personnes en Grande-Bretagne avant la guerre et fut désigné en 1945 pour exécuter les criminels nazis condamnés lors de procès militaires britanniques. Sa méthode reposait sur le système de la longue chute, calculant mathématiquement la longueur de la corde en fonction du poids et de la taille du prisonnier, afin de garantir une fracture cervicale instantanée. En décembre 1945, Hamelin hébergea les principaux condamnés à mort du procès de Belsen, Joseph Kramer, commandant d'Auschwitz-Birkenau et dernier commandant de Bergen-Belsen. Irma Grese, la garde de 22 ans connue sous le nom de la hyène d'Auschwitz, Joanna Bormann, superviseur chevronné sur plusieurs sites, et la condamnée ainsi que 10 autres accusés masculins. Le 12 décembre, les prisonniers furent officiellement informés que les exécutions auraient lieu le lendemain matin. La nouvelle ne fut pas une surprise. Tous les appels avaient été rejetés et les autorités militaires britanniques avaient exprimé leur intention de prononcer rapidement les peines afin d'envoyer un message clair sur la justice alliée. Il reçut la notification avec la même indifférence émotionnelle qui avait caractérisé son comportement pendant le procès. Il ne demanda aucune assistance religieuse, n'exprima aucun remords et ne tenta pas de contacter sa famille. Son attitude contrastait avec celle d'autres condamnés qui écrivaient des lettres d'adieu ou demandaient la présence d'aumôniers.
Le matin du 13 décembre 1945, le ciel était froid et nuageux. Dès l'aube, la prison était entourée de cordons de sécurité militaire. Des officiers britanniques de haut rang, des médecins militaires, des correspondants de presse accrédités et des fonctionnaires du tribunal furent autorisés à assister aux exécutions comme témoins officiels. Pierre Point procéda à une dernière inspection du matériel. La salle d'exécution comportait une double potence permettant l'exécution simultanée de 2 personnes, accélérant ainsi le processus en présence de plusieurs condamnés. Le mécanisme consistait en des trappes métalliques commandées par un levier central qui provoquait la chute et la fracture simultanée du cou sous l'effet de la tension de la corde. L'ordre des exécutions avait été préalablement établi. Les femmes seraient exécutées en premier, suivies des hommes. Cette décision répondait à la fois à des considérations logistiques et à un protocole tacite relatif à l'exécution des criminels de guerre, une procédure inhabituelle dans la justice d'Europe occidentale. À 9h34, elle fut conduite de sa cellule à la salle d'exécution. Elle était vêtue de la tenue grise standard des prisonniers et escortée par 2 soldats britanniques. Les témoins présents la décrivirent comme totalement indifférente, sans aucun signe de peur, de regret ni d'émotion perceptible. Pierre Point dirigea l'opération avec l'efficacité mécanique qui caractérisait son travail. Elle fut placée au-dessus de la trappe marquée d'une croix peinte au sol. Ses mains furent attachées dans le dos, la cagoule noire réglementaire lui fut placée et la corde serrée autour de son cou. L'opération dura moins de 30 secondes. La chute fut instantanée lorsque Pierre Point tira le levier. Son corps disparut sous le sol de la chambre en une fraction de seconde. Un médecin militaire constata sa mort par fracture cervicale quelques minutes plus tard. Elle était morte à l'âge de 26 ans, le même âge que nombre des prisonniers qu'il avait envoyés aux chambres à gaz d'Auschwitz. Immédiatement après, Irma Grese et Juana Bormann furent exécutées. Grese, à 22 ans, était la plus jeune des condamnées du procès de Belsen. Sa jeunesse et la documentation de son extrême sadisme à Auschwitz avaient fait de son cas l'un des plus médiatisés au niveau international. Bormann, à 42 ans, était une vétérane du système concentrationnaire ayant servi dans plusieurs camps. Au cours des heures suivantes, les 11 condamnés furent exécutés, dont Joseph Kramer. Toutes les exécutions suivirent le protocole établi par Pierre Point, qui termina sa tâche en moins de 3 heures. Le bourreau britannique nota plus tard que les exécutions à Hamelin s'étaient déroulées sans incident technique ni comportement perturbateur de la part des condamnés. Les corps des personnes exécutées furent enterrés dans des tombes anonymes du cimetière de Hamelin, sans aucune marque d'identification. Cette décision répondait aux directives militaires britanniques visant à empêcher que les lieux de sépulture ne deviennent des lieux de pèlerinage pour les sympathisants nazis ou des symboles du martyre. Les exécutions ont été largement médiatisées. Les journaux britanniques ont largement couvert le procès, soulignant que justice avait été rendue pour les crimes commis à Bergen-Belsen. La presse européenne et américaine a repris l'information, soulignant que l'exécution de femmes gardiennes constituait un précédent important dans le traitement judiciaire des criminels de guerre. L'impact symbolique de sa mort dépassait l'aspect purement judiciaire. Elle marquait la chute définitive de l'appareil de terreur nazi et la nécessité de rendre des comptes pour les crimes de l'Holocauste. Sa jeunesse contrastait fortement avec l'ampleur de ces crimes, illustrant comment le modèle nazi avait réussi à transformer des citoyens ordinaires en participants actifs au génocide. La prison de Hamelin continua d'être utilisée pour exécuter des criminels de guerre jusqu'en 1949. Pierre Point y exécuta plus de 200 nazis condamnés lors de procès britanniques, faisant de cet établissement un symbole de la justice alliée pendant l'occupation. Son cas reste l'un des mieux documentés grâce à la richesse des témoignages et des preuves présentées lors du procès. Sa mort par pendaison a définitivement clos le chapitre d'une vie qui avait évolué de la normalité rurale allemande au sommet de l'horreur nazie. Née dans une famille ouvrière ordinaire, elle avait été formée par les institutions de jeunesse du Troisième Reich, avait gravi les échelons du système concentrationnaire et avait fini ses jours sur une potence britannique condamnée pour crimes de guerre. Son histoire personnelle illustre les mécanismes par lesquels les régimes totalitaires peuvent transformer des citoyens ordinaires en auteurs de génocide. Son parcours, de la Ligue des jeunes filles allemandes à la potence de Hamelin,
démontre que les crimes contre l'humanité ne sont pas seulement commis par des dirigeants politiques exceptionnels ou des fanatiques, mais aussi par des personnes ordinaires qui acceptent, intériorisent et mettent en œuvre des idéologies d'extermination. Son héritage transcende la mort individuelle. Son cas a contribué à établir des précédents juridiques sur la responsabilité individuelle dans les systèmes génocidaires, l'absence de pertinence du genre dans la détermination de la culpabilité pénale et l'importance de documenter les témoignages des survivants pour les générations futures. Son nom restera à jamais gravé dans les annales de l'Holocauste, illustrant à la fois la capacité humaine au mal absolu et l'inéluctabilité de la justice historique.